Salut Jean-Marc. Salut Ali et bienvenue chez les spécialistes 2, le meilleur des pires podcast. All right. C'est parti, mon kiki. Bon, ben, let's go, Kiki. Je pensais que tu allais le verser. Tu veux que je verse dans le bol? Non, mais il est trop tard. Là. Non. Il est déjà versé comme prêt à déguster. All right, merci. Donc, Jean-Marc, je t'offre aujourd'hui un Jiaozhong. Oui, je sais. Je suis pas sûr de la prononciation. Okay, on pourrait dire Jiaozhong. Ça se prononce facilement. Mais il me semble que le X, il se prononce comme Jiaozhong. Ouais, mais je le ferai pas. Tu le fais déjà assez bien. C'est bon. On va recevoir la Ligue des prononciations chinoises sur le dos. Là. Ouf. Ouais. Oh wow, quelle bonté. Quelle bonté. C'est ça que le salon enchanté, c'est rempli de bonté. De bonté, voilà. C'est excellent. Bon, ben, bienvenue à tous dans notre troisième podcast de la saison 2. Ouais, la saison 2, 0-2-2. Ouais, OK. Yeah, c'est ça. Fait que moi, je veux commencer par un genre de correction, OK? S'il y en a parmi vous, ça se peut, là, qui ont entendu dans le deuxième épisode, j'ai parlé du soleil en tant que technologie. Puis là, il y a du monde qui dit « Ah, c'est pas de la technologie, c'est de la science. » Ben, à ce monde-là, je dis « ça paraît que vous n'êtes pas au courant que les extraterrestres ont fabriqué le soleil. » Oh, révélation, choc. Ben, il me semble que c'est évident. Mais bon, fait qu'on on a matière à débat, mais heureusement, on ne passera pas cet épisode-là là-dessus. Non. On y reviendra ouais, dans un épisode ultérieur. Ouais. Est-ce que les extraterrestres ont inventé le soleil? Commentez. Ben, moi, je pense qu'ils ne l'ont pas inventé, juste fabriqué. On y reviendra. On y reviendra. Okay. Donc, ouais. Fait que moi, on a des fun facts. Là, tu regardes ma feuille, j'aime pas ça. Non, c'est parce qu'il y a des affaires écrites dessus. Ça attire mon attention. OK, non, c'est ça. Mais non, je regarde dans les yeux du monde. De nos spectateurs. Ouais. Ben, en tout cas, on va commencer l'épisode avec les fun facts. On a-tu un truc pour les fun facts? Fun fact? Ben, ça pourrait être ça, là. Fun fact! Fun. Fact. Fact. Fun. Fact. Fact. Fun. Bon, ben, vas-y. Cool. All right. Bon, ben, mon fun fact a encore rapport cet épisode avec la lumière. Oh, ouais. Ouais. Fait que je vais demander aux gens, savez-vous comment se produit les doubles arcs-en-ciel? Toi, tu le sais? Non, mais je vais inventer quelque chose. Ben non, mais tu le sais ça pourrait être un phénomène optique. Ouais. Je vais mettre un lien sur ton explication d'un arc-en-ciel après un party. C'est vraiment drôle avec Olivier. Oui, c'est vrai, j'ai déjà fait ça. Ouais. OK. Fait que, anyway, je vais vous donner ma description. Là. De la manière que ça fonctionne déjà un arc-en-ciel, tu as de la lumière qui crée une réfraction, qui réfracte dans la goutte d'eau et ça sort comme un prisme, là, ça sort les couleurs visibles. Alors, tu as la lumière blanche. Comme sur l'album de Pink Floyd. Comme sur l'album de Pink Floyd. Puis là, ce qui arrive, c'est que ça fait un arc-en-ciel là, qui est du rouge au violet, dans le rouge en bas, le violet en haut. Et le deuxième arc-en-ciel qui se trouve au-dessus, ben lui est inverse, commence du violet puis va au rouge. Déjà, surprise, tout le monde. C'est un anti-arc-en-ciel. C'est pratiquement un anti-arc-en-ciel. Puis la manière que ça se produit, c'est qu'il y a une double réfraction dans la goutte d'eau. Double. Alors, il y en a qui ont une réfraction, puis il y a de la lumière qui crée une double réfraction. Double arc-en-ciel. Ah, puis là, ça fait un bruit. Yeah! Bon, ça, c'était le mien. Fait que je te passe le tien. Que là, moi, je me suis trouvé un fun fact bien rapide, là. Saviez-vous que... Il pourrait avoir un fun fact de dernière minute. OK. Où ça? Fun fact, dernière minute! OK. Donc, saviez-vous que les furets n'existent pas dans la nature? Ah ouais? C'est juste des hermines? Oui, bien, il y a toutes sortes d'autres animaux là, qui ressemblent à des furets. Mais le furet, c'est un animal domestique. Qui est juste comme fabriqué en laboratoire. Là. Non, qui a été domestiqué. Comme une vache. Mettons, une vache, on ne la trouve pas dans la nature. Oui, c'est ça. Ah ouais? Puis ça a été domestiqué pendant le premier millénaire avant Jésus-Christ. Fait que ça fait vraiment longtemps.
que le furet, finalement, côtoie les humains. Puis ça servait à chasser la vermine. Ouais, les souris surtout. Pour la chasse. Là, un peu comme les chats qu'on imagine, là, leur travail, là, à part d'être cute. Puis, fait que dans le fond, le furet, c'est comme un chat, mais étiré. Là. Un petit chat. Oui, c'est un chat long. Un chat long qui peut aller dans des plus petits trous. Ouais. Puis, fait que c'est un chat long. J'aime ça. Maintenant, on va appeler les furets les chats longs. Oui. c'est chelou, comme ça. disent les Français. C'est chelou. Oh, ça, c'est français, ça? Non. OK. Mais c'est chelou. Hey, ça fly, cet épisode-là. Là. Boom. Comme une comète. Comme une comète. Fait que je pense que je vais débuter dans les sujets plus sérieux. Ah ouais, déjà le sérieux. Mais attends, on va niaiser encore un peu. Non, mais dans le sérieux, il y a le niaisage. Admettons. Je ne sais pas trop comment amener ça, mais bon. Anyway. Fait que je vais vous parler aujourd'hui. T'as pas d'idée, hein? C'est ça. Non, tu me fais vraiment une surprise. Oui, c'est ça, parce que j'ai dit à Olivier que j'allais parler de quelque chose d'assez intense. Les troll patents. Ou les patent trolls. Fait qu'un patent, c'est un brevet. Alors, c'est les trolls de brevets. Puis, je suis tombé là-dessus en faisant des recherches sur justement les brevets. Et ça m'a vraiment jeté à terre. Là. Ça se passe, c'est surtout ce qui se passe aux États-Unis, mais ça peut se passer partout dans le monde. Fait que là, t'as pensé à inventer une sorte de béquille, genre pour pas tomber à terre quand tu apprends des choses trop intenses? Oui, j'ai une troisième béquille qui me sort des fesses quand j'apprends quelque chose de trop intense. Une béquille télescopique. Ouais, c'est vraiment long là, à sortir. Là. Fait que dans le fond, ça me relève. T'as été jeté à terre. Exact. Puis ça fait un bruit comme ça. Ouais. Ah, ben là, c'est plus pareil. OK, continue. Cabotinage. Bon, ben c'est ça. Fait que là, c'est super intéressant. La personne, là, il y a une vidéo sur YouTube, là aussi, je pourrais mettre le lien. Tellement intéressant. Fait que je n'aurai pas tous les détails là, sur ce sujet, mais quand même, vous saurez de quoi il en est question. Alors, le gars, il s'appelle, une des victimes s'appelle Austin Meyer. Puis lui, c'est un ingénieur en aviation, puis il a créé, c'est aussi un programmeur, il a créé une application, en fait, un simulateur qui s'appelle le X-Plane. Puis c'est un simulateur d'aviation là, pour les gens qui veulent se pratiquer ou juste pour le plaisir. Là. Puis un jour, il a décidé de faire une petite modification pour, dans le fond, le sortir comme application sur exemple, le Google Store. Les smartphones. Les smartphones, sur le Google Store. Alors, il sort là-dessus et à un moment donné, il reçoit des papiers d'avocat, là, comment on dit ça, pas une mise en demeure, mais ouais, peut-être une genre de mise en demeure. Oui, absolument, ça commence par une mise en demeure. Fait que qu'il lui dit, ben là, vous avez infringe sur le brevet, là, vous avez enfreint le brevet. Et ils ont fait des recherches et la clause, en fait, le brevet, c'est l'idée de partager, ou non, c'est l'idée de faire une recherche d'un nom via Internet. Fait que c'est même pas, la personne, là, le brevet, là, c'est même pas Google Play, mais c'est le fait que quand tu utilises Google Play, tu dois faire une recherche sur le nom de la personne, si la personne si elle a ou elle ne possède pas l'application que tu as. OK? Ça te fait-tu du sens pour toi? Pas sûr, non. OK, je vais te le dire une deuxième fois. Là. Mettons, OK, fait que là, mettons qu'on fait un exemple concret. Ben, donc, c'est simple. Moi, j'ouvre la fenêtre de Play Store sur mon téléphone. Ouais. Là, il y a une petite barre de recherche. Là, je fais quoi avec ça? Non. Mettons, tu as downloadé l'application. Je l'ai déjà downloadé. Ouais, tu l'as fait, ça, OK? OK. Fait que là, elle t'appartient. Pour aller vérifier. Elle m'appartient. L'application, une fois qu'elle est downloadée, on va considérer qu'elle m'appartient. Elle est installée dans mon téléphone. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a comme une vérification qui se fait. J'imagine que quand tu cliques sur l'application, tu l'ouvres pour l'utiliser. Il y a un message qui va faire une vérification à ton nom. Genre, est-ce que lui, il l'a acheté ou il l'a pas acheté? Je ne sais pas. Fait qu'il y a comme il y a une transaction, il y a une vérification qui se fait. Mais pas une transaction, mais il y a juste comme une vérification qui se fait. Puis cette vérification-là, ils disent avoir le brevet là-dessus. Mais ils ont juste le brevet sur l'idée. Eux, ils ont fait 0 code. Ils ont breveté l'idée. Okay. Puis ça, là, c'est un cancer. Là. Il y a plein de gens qui brevettent des idées
Puis, je ne sais pas des farces, il y a quelqu'un qui a breveté l'idée d'utiliser Wi-Fi. OK. Il n'a pas inventé le Wi-Fi, rien. Là. Lui, il a fait un brevet parce que personne n'avait breveté l'utilisation du Wi-Fi. Ouais. Fait que là, lui, il possède ça. Fait que, il y a quelqu'un qui a breveté quand tu scannes une image, puis tu décides tu l'as scanné, puis tu envoies l'image à un client, mettons, là, de ce que tu as scanné, là. Il y a quelqu'un qui a breveté cette fonctionnalité-là. Là. Mais ça, c'est bizarre parce que c'est quoi le rapport de breveter une fonction? OK, ben là, c'est là que les patent trolls rentrent en jeu. OK? Buvons. Fait que là, ce qu'un patent troll fait, il fait ce qu'il a fait avec cet homme-là. Fait qu'il t'envoie une mise en demeure. Ils disent, écoutez, là, on va vous amener en cours. OK, vous avez enfreint notre patent là, de notre idée que vous faites ça. Là. Vous allez vous utiliser quelque chose qu'on a... En tout cas, tout ça pour dire, tout ça pour dire que si la personne décide d'entamer une procédure judiciaire, ce qui arrive, c'est que ça va lui coûter à peu près, il estime, comme entre 500 000 à 3 millions, là, tout dépendant de... Fait que, il y a ça, puis eux, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils vont te demander, justement, peut-être, mettons, 200 000 $ pour settle. Out of court settlement, genre un règlement à l'amiable. Un règlement à l'amiable, là, genre 200 000 $, ils ont réglé ça à l'amiable avec des conditions. Fait qu'il y a plein de gens qui... C'est des petites, moyennes entreprises. Fait que, tu sais, comme lui, il fait 3 millions, mettons, par année. Là, fait que, tu sais, c'est comme une année de perdu là, s'il fait des... s'il poursuit ou contre-poursuit. Puis ce qui arrive, c'est que la raison pourquoi c'est pas très connu, ça, c'est que à chaque fois qu'ils font une entente, ben, ils font signer des papiers de non-disclosure. Parce que tu peux pas en parler. Fait que c'est comme une loupe, pas une loupe, mais en fait, c'est comme une bulle là, qui garde fermée. Puis, en tout cas, c'est tellement, il y a un rabbit hole là, à aller là-dedans, là, mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Fait que là, la plupart les avocats qui envoient ces trucs-là, ces poursuites-là, ils sont dans l'est du Texas. Puis, il y a les juges qui, ben là, c'est plus eux, là, mais je te parle d'il y a peut-être 3-4 ans. Là. Il y avait 2 juges qui passaient beaucoup de cas de patent troll. Puis les avocats qui géraient soit les clients, ben les défendants ou même, ben c'était les fils des 2 juges. Fait que, ils ont remarqué que 44% des poursuites de patent, ils se font dans l'est du Texas. Là. L'est, là, il y a comme un petit district. Oui, exactement. Fait que 44%. Puis ces juges-là refusent, exemple, si tu demandes de changer d'endroit, de district pour faire, mettons, toi, tu habites en Alaska, là, ben, ils refusent catégoriquement. Puis déjà, ça les frustre, ça les fâche. Fait que ça ne t'aide pas dans la suite du procès. Fait qu'ils font exprès que ça va être loin pour toi d'aller en cours pour pas y aller, pour pas le faire, tout ça. Puis... fait que, bon, il y a ça. Puis l'autre affaire, c'est que toutes les compagnies qui font... C'est impossible de savoir c'est qui vraiment qui te poursuit parce qu'il y a plein de compagnies coquilles par laquelle ils font les poursuites. Fait qu'en plus, si tu gagnerais ta poursuite contre une compagnie coquille comme ça qui fait juste ramasser les sous... Elle fait faillite. Ben, elle fait faillite. Elle te paye pas. Fait qu'elle te paye pas. Fait que quand même que ça doit coûter 2-3 millions puis que tu gagnes, ben, tu n'auras pas d'argent. T'sais, fait que... Puis là, il y a plein de petites compagnies puis tout ça, là, qui subissent ça, là, qui reçoivent. Puis à un moment donné, il y a un gars qui a réussi comme à défendre une clause, là, la clause pour laquelle il était comme accusé d'avoir enfreint, là, mettons. Là. C'était, mettons, la clause 107 du brevet. Puis là, en cours, genre, il y a un avocat qui a dit... tu sais qu'il y en a 127 autres, des clauses, puis on va te poursuivre pour chacune d'entre elles. C'est dégueulasse. Oui, c'est vraiment plate, ça. Oui, puis il y a Uniloc, là. Oh non, c'est pas... Mais ça, c'était le nom d'une des compagnies qui... mais il y en a une autre, j'ai oublié de noter, là, qui est... en tout cas, je ne me rappelle plus, mais il y a le mot patent dedans. Là, puis cette compagnie-là, là, qui a d'autres plein de sous-compagnies, elle est au Nasdaq. Okay? Elle est en bourse. Puis tout ce qu'elle fait, c'est poursuivre.
Fait que les gens qui sont des créateurs, là, ils parlaient justement que la bourse, puis tout ça, ça a été fait pour créer l'innovation, là, pour donner de l'entrain à l'innovation. Là. Trouver du financement. Mm-hmm. Puis ça, cette compagnie-là, là, par année, en tout cas, toutes les compagnies qui font du trolling comme ça, là, ils font des milliards de dollars par année. Ah ouais, tant que ça. Ah ouais, c'est comme de la gangrène. Il y a un la gars... gangrène, ça fait pas des milliards, pour vrai. Non. Mais je vais donner un autre exemple rapide. Là. Il y a un gars que lui, sa business, là, c'est avec les marathons, puis il prend des photos des marathoniens avec le numéro là, du bib qu'il appelle, là, mais on va dire la bavette. Ouais, OK. Le dossard. Le dossard. Puis, fait qu'avec ces numéros-là, les gens peuvent choisir leur numéro, puis ils vont avoir une photo. Fait que là, lui a mis un brevet sur le numéro. Non, mais c'est pas lui. Il y a un autre gars que lui, il fait pas ça, là. Mais lui, il a breveté l'échange de photos à partir d'un numéro de dossard. C'est ça, son brevet. C'est juste ces mots-là. Puis l'agent de brevet accepte. Puis après ça, lui, là, il fait payer des redevances à tous ceux qui font ça. Sinon, ses avocats les amènent en cours. C'est complètement aberrant. Je veux dire, c'est quoi ce système-là? C'est dégueulasse. Mais c'est un système capitaliste pour faire de l'argent. On va tous devenir chinois, man, puis on va s'en foutre des brevets. C'est ça la solution. OK. Je vais avoir besoin d'une coupe de chirurgie plastique. Mais... Non. Tu peux être chinois de même. Là. Il y en a des claquant chinois des doigts. Qui ont l'air de ça. On va essayer. Marche pas. Non, on pourrait être chinois. Ouais. Ah, j'ai oublié de faire ça avant. En tout cas, moi c'était technologie. Technologie de vol de scam de brevets. Ouais. Ah, et puis il montrait une liste de brevets que les gens ont réussi à breveter. Là. Puis c'est, mettons, ils montrent une branche d'arbre, là, puis c'est un jouet pour chien. Et il montre une balançoire sur une branche, puis c'est méthode pour se balancer. Mais est-ce qu'il n'y a pas là-dedans la démonstration que la propriété intellectuelle est un concept un petit peu foutu? D'une certaine façon, ça dépend, là, parce que propriété intellectuelle peut en avoir de musicale ou tout ça. Puis oui, à quelque part, c'est un peu foutu. Bien, la propriété intellectuelle puis le droit d'auteur, c'est deux choses différentes. OK. C'est pas une propriété intellectuelle, le droit d'auteur? Ben, il faudrait voir dans le concept, mais mettons que, tu sais, si on va juste propriété intellectuelle, on imagine qu'il y a comme eu une réflexion qui s'est passée pour... Oui, c'est ça, je suis d'accord. Pour élaborer quelque chose, tandis que le droit d'auteur, c'est juste comme, je suis l'auteur d'une œuvre. Ouais. Puis ça, ben, une œuvre, c'est pas un brevet, là. Une œuvre, c'est... Mais le problème avec les brevets, là, entre autres, c'est que, justement, là, t'as même pas besoin de créer quelque chose de nouveau. Si ça n'a juste pas été écrit, genre, tu peux le breveter. Une méthode. Tu peux breveter des méthodes. Ouais, fait que ça, c'est un problème. Oui, c'est ça, c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, l'affaire, comme je te dis, c'est que si les gens poursuivent, ils pourraient gagner. Là. C'est pas une question qu'ils ne peuvent pas gagner. Là. C'est absurde. Là. Comme, mettons, à m'emmener Google, on gagnait, là, Google ou Apple, je ne me rappelle plus, là, par rapport à... Ah, puis, non, mais ils disaient, en fait, pourquoi ils ne vont pas tout de suite... accuser Google là, d'utiliser leur patent puis tout ça. Là. Ben, c'est parce que Google a de l'argent puis il va gagner. Ils n'ont pas de problème, eux. Là. Fait que c'est bien plus. C'est rentable pour eux d'aller attaquer des petites entreprises une après l'autre. Là. Fait que c'est le système judiciaire qui est le en fait, il y a le maillon faible là-dedans, finalement? Non, mais en fait, le gars, il parle de changer des règles dans les patents. Là. Entre autres, une des premières choses, c'est que c'est pas possible de breveter juste une idée. Ouais. Ben là, après ça, c'est sûr que là, tu as des problèmes de définition de termes, justement, j'imagine à ce niveau-là. Là. Oh, mais non, mais c'est parce que, tu sais, il y a comme quelqu'un qui a breveté l'utilisation d'un téléphone. Ouais. C'est fou, là. Est-ce quelqu'un qui a breveté, genre, faire un podcast? Ben, fais attention. C'est probablement. Puis que là, il peut nous poursuivre. Boom. Bon. On va devoir fait qu'on va partir un GoFundMe pour payer nos avocats. Non, mais on va être les spécialistes 3, 4, 5, ouais, c'est ça. 6. On va repartir. Mais on pourrait juste être les spécialistes 10, les spécialistes 12, les spécialistes 25.
Non. Non. Pas celle-là. Toi, veux-tu nous parler de quelque chose? Ouais, ben c'est ça. Je me suis dit que vu Y a-tu que. un thème à ton truc? OK, donc. C'est-tu les nouvelles? Ouais. All right. Cette semaine, chez les spécialistes 2, on parle d'invention. Breaking news. Donc, moi, je voulais vous parler d'une invention formidable All right. qui a Cool. été faite par le grand Carl Jung. Donc, Carl Jung, tu sais qui? Ben oui, ben là, je sais pas pourquoi j'ai un blanc, mais oui, il me semble que Donc, je sais c'est qui. Carl Jung, c'est un psychologue, psychiatre, psychanalyste, en fait, parce qu'au moment où lui il était vivant puis il pratiquait, c'était pas parfaitement défini, en fait, c'était quoi exactement le domaine de la psychologie, puis de la psychiatrie, puis de la psychanalyse. Puis la psychanalyse, finalement, lui et Freud ont participé à développer, finalement, à inventer la discipline de la psychanalyse. Mais c'est pas l'invention que je veux souligner. Donc, Carl Jung a inventé en 1930 environ, c'est dans une conférence de 1930, du moins on retrace le concept là. Dans une conférence de presse? Non, je pense que c'était... Carl Jung, conférence de presse. Et il a inventé la synchronicité. Oh, il a inventé le mot pour le définir. Oui, ben, il a inventé le concept. OK, puis... Ben, j'imagine que le concept existait déjà. Non. OK. Ben, non. En tant que tel, c'est lui qui a défini. Je veux dire, après ça, il y a des coïncidences, Non, mais il y je a veux toutes dire... sortes d'affaires. OK. Qui Mais se j'aurais rapportent. cru que déjà les philosophes d'antan devaient parler de ça, mais peut-être Non, pas. pas tant, non. OK. En fait, c'est ça. Donc, Peux-tu nous définir dans ce cas-là? le un peu? terme, donc lui a nommé ça, ben quoi qu'il l'a nommé en allemand, là, mais bon. Fait que le concept en tant que tel, finalement... Attends, on pourrait trouver c'était quoi déjà? Donc, Alors, continue, je vais le chercher, moi. Lui, il a Non, mais c'est Donc, bon, continue, puis je vais le chercher. il a défini le terme. Puis, donc, la synchronicité, qu'est-ce que c'est? La synchronicité, en fait, c'est vraiment un concept extrêmement intéressant parce que c'est un lien causal, mais qui n'est pas dans le système causal physique tel qu'on le comprend généralement. Genre de dire que une chose cause une autre chose. C'est que là, on va faire un lien entre deux événements, OK, en deux occurrences qui, normalement, ces occurrences-là, ils ne sont pas reliés, mais ils vont être reliés dans la psyché de celui qui constate ces phénomènes-là, puis il va faire un lien fort entre ces deux choses-là. Est-ce que je vais le mettre? Donc, Synchronität. mais je suis pas sûr que c'était ça. C'était pas synchronité, là. Le concept d'origine, là, c'était... Attends, je vais te le trouver, moi. Okay. Check bien ça. Synchronität. Fait que... il appelait ça... Mon téléphone... Synchronität. Synchronität. Mon téléphone est plugué sur le truc. Ah oui, fait que là, ça joue direct dans nos oreilles. Synchronität. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est synchronität. Synchronicité. Non, c'est Synchronität. Synchronicité. En tout cas, selon Wikipédia, moi, je trace plus Wikipédia que Google là-dessus. Mais que Google Translate. Fait que là, quand on fait, finalement, quand on a une synchronicité, c'est que là, l'observateur va établir une relation entre deux choses qui n'est pas une relation causale, OK, mais qui est une relation importante. OK? Puis importante, je veux dire, à un niveau déterminant, là, que la vie de la personne qui observe ces phénomènes-là peut être transformée. Puis là, tu parlais de serendipity, là, un peu la semaine passée. Puis, parce que c'est ça, en fait, ça peut vraiment avoir une importance là, majeure. Tu sais, quelqu'un qui va, admettons, là, que tu sais, on jase de quelque chose, puis là, on jase de quelqu'un, puis là, quelqu'un arrive en même temps. On est comme, wow! Puis là, si cette personne-là était arrivée sans qu'on ait parlé, on n'aurait pas fait wow. Puis là, à cause qu'on attache de l'importance à cet événement-là, bien là, notre vie va se transformer. Nos choix d'action qui vont suivre.
Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une transformation par la suite pour que ça soit considéré comme de la synchronicité? Sinon, c'est un hasard ou une coïncidence. Moi, je vais te donner un exemple. Quand ça n'a pas tu me dis- d'importance, c'est pas une synchronicité. OK. Mais tu me diras, moi, si c'est une synchronicité, ce que je vais te raconter. OK? OK. À un moment donné, j'étais adolescent. D'emblée, c'est sûrement une synchronicité parce que tu t'en rappelles encore. Mais vas-y. Ouais, non, mais c'est parce que c'était assez. Sinon, c'est un hasard assez fou. Mais bon, en tout cas, j'ai à peu près 17-18 ans. C'est l'été, je suis devant chez nous en train de boire une bière. Il y a un voisin qui arrive, puis j'avais pas d'emploi à ce moment précis-là. Puis on jase, puis là, je dis. Oui, puis en passant, je suis à Saint-Bruno, OK, de Montarville, là, fait que cette ville-là. Donc, à Saint-Bruno, De il y a Montarville. une montagne qui s'appelle le Mont Saint-Bruno. Ouais. Puis là, ce qui arrive, c'est que il me dit, ouais, regarde, si tu veux travailler lundi matin, 7 h, j'ai une toiture à faire, je te ramasse, puis on travaille. All right, good, je fais ça. J'embarque dans le truck avec le bonhomme, puis on va chercher un monsieur. Moi, j'ai 17 ans à peu près, puis les bonhommes ont genre dans la quarantaine là, à ce moment-là. Puis 40-50. Fait que là, on ramasse un autre gars, puis en se rendant, on jase un peu. Puis moi, je dis, plus jeune, j'ai travaillé un peu sur la ferme là, de mes oncles, là, puis tout ça, puis de mon grand-père. Là. Puis le gars, il dit, ah ouais, moi aussi, je suis un plus jeune, j'étais un gars de ferme, là, Et puis là, il me dit, dans les cantons de l'Est, je dis, ah ouais, moi aussi, ils sont là. Puis là, il dit, il y avait une grange ronde. Puis là, j'ai dit, ah ouais, c'était à mon grand-père. Puis là, il dit, Les Van Holland? Puis là, je dis, ben ouais. Puis là, il dit, Franz Van Holland? c'est le nom de ma mère. Fait que là, Fait qu'il avait couché avec. non. Non, mais ses frères et sœurs, puis lui, jouait avec mes oncles, puis tout ça, quand il était Ok, jeune. c'était des amis d'enfance. Des amis d'enfance, des cantons de l'Est. Puis, par notre conversation, on est arrivé, puis on a découvert ça, là. Donc, est-ce que ça, c'est une synchronicité? OK? On pourrait dire, d'une certaine manière, oui, parce qu'il y a eu comme une combinaison d'événements qui a produit chez toi une forte impression au point que tu t'en rappelles encore maintenant. Ceci dit, est-ce que c'est une synchronicité importante? Ben non. Peut-être pas. Parce qu'en fait, les synchronicités, finalement, vont là où on s'y intéresse. C'est quand ils ont un rôle à jouer dans la psyché de la personne. T'sais, quand tu es devant un choix, OK, puis que là, à cause d'une coïncidence là, d'événements, ça oriente ton choix dans une direction. Là, tu dis oui, ça c'est une synchronicité parce que là, à partir de ce moment-là, ta vie n'est plus la même. Tu as fait un choix d'aller dans une direction. Là, j'ai envie de te dire, comment on finit ça? On est en plein dedans, tu sais. Est-ce que on est obligé de dire au revoir, là? C'est Déjà? une demi-heure. Hein, oui. Eh bien là, c'est bon. Là, on peut faire un cliffhanger. En tout cas, La prochaine fois, on va vous parler encore. De synchronicité. On pourra commencer par la synchronicité suite 2. Peut-être que si on est chanceux, pendant le prochain épisode, il va y avoir une synchronicité qui va se passer. All right! Bon, on finit là-dessus. Merci tout le monde. Salut, Merci. Ali. Bye. Ciao.